Certaines rencontres nous bouleversent, d'autres nous bousculent et modifient le cours de notre trajectoire. Il suffit d'un regard, d'un sourire, d'un mot, d'une phrase, d'une minute, d'une demi-heure pour changer le cours de notre vie. Dans cette série d'interviews inspirantes, je vous partage le parcours d'entrepreneurs, de personnes qui ont décidé de donner vie à leurs rêves. Ils vont vous partager les clés de leur transformation, leur réussite, leurs doutes et ce qui leur a permis d'oser. J'espère que ces échanges vous permettront, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Je suis Anne-Sylvie Dutry, formatrice et coach en prise de parole en public, créatrice du programme et du podcast Deviens artiste de ta vie, afin de retrouver confiance en vous et développer votre leadership pour entreprendre votre vie. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de ces rencontres insolites. Alors mon invité du jour, vous l'avez déjà eu l'occasion de l'entendre il y a maintenant 3 ans et aujourd'hui on a décidé de faire un +3 pour voir un petit peu le cheminement, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un entrepreneur, et j'ai la joie et l'immense plaisir de recevoir une amie de cœur qui est Afida Benour. Bonjour Afida. Bonjour Anne-Sylvie. Alors, je vais te laisser te présenter. Tu as créé un programme à destination des chefs d'entreprise qui s'appelle One. Donc, c'est oser nourrir son exception. Donc, dis-nous un tout petit peu, voilà, ce que c'est One et puis après, on démarre. Ok, alors je suis Afida Benour, lilloise. Je suis Business and Life Mentor Coach et j'accompagne les chefs d'entreprise en crise d'identité à repasser number one dans leur vie. Number one, c'est les reconnecter à leur essence, à qui elles sont vraiment, à leur exception, leur unicité, pour ne plus jamais s'oublier, s'épuiser ou perdre confiance en elles. Et pourquoi je fais ça? Parce que je suis l'une d'elles, je fus l'une d'elles, on va dire, et on va vous en dire plus dans notre échange. Merci beaucoup Afida. Alors justement, ce qu'on a voulu en fait vous partager, c'est de comprendre un petit peu le processus et de faire aussi un retour en arrière sur ce qui s'est passé depuis notre premier échange. Maintenant, ça fait 3 ans. Selon toi, Afida, qu'est-ce qui a été le plus... déjà, tu m'as dit, tu as réécouté ton interview. Quelles ont été tes prises de conscience et comment tu as cheminé jusqu'à maintenant? Alors, le cheminement, on le sait, c'est un chemin qui ne termine jamais. Et j'ai beaucoup souri, j'ai beaucoup été émue à l'écoute de notre interview parce que justement, on avait fait un petit peu une rétrospective et les gros thèmes que je retiens, c'était justement les voyages inspirants, les personnes clés qui m'ont aidé à cheminer et ça ne cesse, c'est un renouvellement constant. Donc, en 3 ans, il y a eu de nouveaux voyages, de nouvelles destinations inspirantes, de nouvelles rencontres, de nouveaux besoins rencontrés à l'écoute de ces femmes, puisqu'on a quand même traversé une crise sanitaire planétaire et nul n'en est sorti indemne. Et donc, de nouveaux apprentissages. Alors justement, par rapport, tu parlais de ne pas en sortir indemne, alors ça a laissé des traces pour tout le monde, effectivement, et malheureusement pour certains ou certaines. Toi, par rapport à ça, c'est quoi l'empreinte que ça a laissé dans peut-être ta façon aujourd'hui, de voir les choses dans ta vie au quotidien et en tant qu'entrepreneuse? J'ai appris à me hâter doucement, j'ai appris à ralentir. C'est vrai que on va pas refaire l'histoire du confinement, tout le monde la connaît assez, on l'a eu beaucoup trop entre nos oreilles à mon goût, mais simplement, je pense que dans mes habitudes de vie, ce que j'ai transformé, c'est une meilleure gestion du temps, une meilleure appréciation du temps, plus me reconnecter au moment présent. Je faisais déjà pas mal grâce à la méditation et au yoga. Voilà, donc ça a vraiment été un impact, on va dire, différent dans ma gestion et mon appréhension du temps. Voilà, j'ai un peu sorti la tête de l'eau de tout ce qui était urgent et je me suis rendu compte vraiment que c'est nous qui créons nos propres urgences, tout simplement, quoi. Et donc, respecter son temps, c'est très, très important parce que ça permet d'apprécier chaque seconde, de leur donner la juste valeur et puis d'accepter parfois d'ajourner certains projets qui ne sont pas d'actualité ou qui n'arrivent pas au bon moment, tout simplement. Alors ça aussi, et merci pour le partage, c'est vrai que d'être dans le flow, en tout cas de profiter de l'instant, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire avec on est tous interconnectés entre les téléphones portables, les ordinateurs, les Teams, enfin bref,
l'être humain a toujours cette capacité à créer encore plus, j'allais dire, de contraintes, puisque c'est vrai que si tu réponds pas dans les temps, tu as des notifications de partout. Est-ce que justement, le fait de ralentir, ça t'a permis aussi de travailler différemment avec cette peut-être plus de déconnexion et d'être plus consciente aussi de profiter autrement? Bah, oui, oui et non, mais en même temps, c'est voilà, c'est ça l'harmonie de la vie, c'est le oui et le non. C'est la déconnexion, mais aussi l'hyperconnexion, parce que dans les modes de travail différents, c'est apprendre à faire le choix de dire, bah, il y a certaines choses que je peux faire à distance, que j'ai pas besoin. Notre interview, par exemple, on l'avait faite en présentiel, même si on n'était pas très loin, et c'est toujours un plaisir de se voir. Aujourd'hui, on peut la faire à distance parce qu'il y a cette économie et cette gestion du temps qui est optimisée. Et c'est nécessaire parce qu'effectivement, ben, ces temps de déplacement ou des temps de latence qui sont parfois superflus, ben, ils sont gommés. Oui, ça typiquement, c'est le cas et je l'ai observé à la fois chez moi et chez les clients. Moi, j'aime bien toujours opérer des changements, les tester chez moi et ensuite les partager avec ma communauté, qui sont des femmes aussi pressées ou dont les emplois du temps sont un petit peu à rallonge. Et partager ce retour d'expérience, c'est toujours intéressant parce que parfois, il y a des arbitrages qui sont logiques. Même si on a besoin de se voir, ces moments-là, on doit les préparer, on doit les peser, on doit les choisir. Ce sont des instants choisis et non plus subis. Donc, ça, c'est un premier point, j'aurais envie de partager. Alors justement, dans ce que tu partages, est-ce qu'il y a depuis la dernière interview et depuis ces 3 ans qui se sont écoulés, est-ce que tu as osé des nouvelles sorties de zone de confort, quelque chose des choses qui ont été déterminantes aujourd'hui dans ton activité et qui t'ont permis justement d'upgrader peut-être la personne que tu es dans ta manière de fonctionner? Oui, oui, et à ma grande surprise, c'est exponentiel parce que plus on grandit, plus le corps a envie de grandir, mais l'esprit, le cœur et tout ce qui va avec aussi. Donc oui, plein de choses. Alors la première, ce serait peut-être au niveau de justement mon développement personnel. J'ai appris aussi à être plus sélective dans les choix des programmes que je... Parce que pour moi, un bon mentor coach, c'est aussi quelqu'un qui est sans arrêt en mode étudiant, en mode éternel apprenant. Donc, j'ai la chance de faire partie, d'avoir mis en place des partenariats avec des marques qui sont connues au niveau international et qui évoluent elles aussi à grande vitesse, comme Excellence Coaching Academy, l'école fondée par Max Piccinini, qui est un partenaire mentor. Cette école, pareil, a connu une croissance extraordinaire, digitalisée, donc j'ai embrayé le pas. J'ai appris à former des coachs aussi à distance, mais aussi en présentiel, elle est supervisée. Donc, et toutes ces applications, je les applique également sur moi, mes programmes, parce que j'ai appris à digitaliser tout ce que je faisais en formation professionnelle et donc à optimiser aussi. Et aussi apporter un petit grain de folie supplémentaire par la vidéo, chose qui n'est pas quelque chose sur lequel je suis particulièrement à l'aise. J'étais particulièrement à l'aise et j'ai lâché prise là-dessus parce que l'important, c'est pas moi. L'important, c'est le message que je veux faire passer. C'est la transmission que je veux donner. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup, beaucoup d'outils qui sont à notre disposition pour pouvoir transmettre des messages clés, pour pouvoir aider les gens à voir les choses autrement et pour pouvoir les sensibiliser et vivre au moment où ils apprennent un message ou une formation, la vivre et l'implémenter en direct, quoi. Et ça, je trouve que c'est très fort, quoi. Alors, tu nous parlais de voyage tout à l'heure et tu parles de développement personnel. C'est vrai que ce voyage est infini parce que plus le chemin est long, plus on a de chances d'avoir de nouvelles rencontres, de pouvoir expérimenter différentes choses. Qu'est-ce que tu retiens de ce voyage, de ces 3 ans qui viennent de passer? Si tu as 3 moments forts à nous partager, ce serait quoi? Alors, 3 moments forts, je n'y ai pas réfléchi. On va laisser parler le cœur. Pour aller dans la continuité de ce que je t'ai partagé quand je disais croître au niveau développement personnel, c'est que je me suis focalisée sur justement les sujets de prédilection qui m'animent. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis Business and Life Nomad Coach et je travaille essentiellement par l'intelligence du cœur, l'ouverture du cœur. Et donc, par exemple, j'ai suivi des formations avec d'autres mentors qui sont spécialisés dans l'énergie du cœur. Pourquoi? Parce que c'est parallèle à mon projet d'écriture de livre que je suis en train de finaliser, qui est finalisé à 80%. Je pensais qu'il allait voir le jour fin 2022 finalement. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est work in progress et c'est OK comme ça. Et donc, forcément, c'est avoir
fait le petit réglage d'aller me former, interviewer, me faire accompagner qu'avec des gens qui sont sur cette spécialité-là, parce que le monde du coaching est un monde très vaste. Donc, rester update du coaching, oui. Aller creuser une niche, pour moi, c'est une nécessité aujourd'hui sur le marché, parce que je suis connue pour celle qui va pointer le bout du doigt sur l'intelligence émotionnelle qui va révéler vraiment la personne. Et après, effectivement, on entre dans un accompagnement qui, somme toute, peut être plus classique. Mais pour moi, le développement personnel et le développement professionnel et relationnel, c'est un peu, c'est holistique, c'est global. C'est pas juste, on va pas bosser que le job ou que le perso ou que la relation. Les trois sont facteurs clés de succès. Et je dis souvent aux personnes que j'accompagne pour me l'être dit, c'est celle que je suis me permet de faire ce que je fais et de partager ce que je partage et pas l'inverse. C'est pas mon étiquette de métier qui va faire ma réussite. Ce qui fait ma réussite, c'est mon identité, c'est ma personnalité. On le voit, cette crise sanitaire, comme je disais tout à l'heure, elle a bousculé beaucoup de gens et beaucoup de gens se sont perdus un peu en route ou alors retrouvés, heureusement, parce que justement, c'était un numéro de matricule dans une grande boîte où c'était une carte de visite et qui s'était complètement négligé ou avait oublié sa vraie personnalité, ses vraies passions. Et par exemple, plus que jamais, cette crise sanitaire m'a reconnectée à vraiment ma passion du voyage et des rencontres humaines, comme tu le disais, qui s'est pas du tout étiolée, bien au contraire. Alors justement, c'est vrai que les voyages, c'est quelque chose qui certaines personnes ont des envies d'ailleurs, etc. Mais comme tu dis, il y a aussi ce voyage intérieur qu'on a malgré nous dû faire. Les gens, comme tu le dis, ont peut-être changé leur rapport au temps, leur rapport à la relation aussi, parce que on a manqué de contact. Nous, on a eu la chance de faire notre interview en présentiel. On était un petit peu, j'allais dire hors des clous, mais on s'est autorisé à le faire, et tant mieux. Et c'est vraiment ce côté de voyage. De tout, par rapport à soi, par rapport à son environnement, par rapport, comme tu dis, aussi aux clients, etc., aux clientes. Comment tu t'envisages les choses aujourd'hui avec ce retour en arrière, ce que tu as pu expérimenter? Qu'est-ce que ça t'ouvre de nouveau sur l'année qui arrive, sur tes projets? Tu parlais d'un livre qui va bientôt sortir. T'as remanié un petit peu aussi la façon de penser tes accompagnements et aussi les personnes avec qui tu t'associes, parce que comme tu dis, le temps est précieux. Donc c'est important aussi de pas se fourvoyer parce que voilà, on travaille avec des valeurs communes et c'est toujours important. Donc voilà, ce serait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que t'emporterais de ces 3 ans pour te dire, voilà, je sais que ça, c'est des piliers stables sur lesquels je peux m'appuyer pour la suite? Bonne question. Alors, c'est cette autorisation à faire moins, je dirais. En numéro 2, c'est cette notion de sélectivité. Et ça va dans le sens de mon mouvement One. One, c'est oser nourrir son exception. Donc, c'est aller chercher l'exception. J'ai toujours été un petit peu comme ça, une hédoniste et un peu une esthète de la vie. Et donc, je suis vraiment pour le moins mais mieux. C'est-à-dire que même dans mes accompagnements, aujourd'hui, je suis sur des réflexions que pour l'instant, je garde confidentielles. Mais je voyage souvent en Afrique du Nord, tu le sais. Maintenant, c'est une destination qui est facile, qui est commune. En ce moment, il y a une soif de consommer ces voyages où tout le monde va au Maroc, tout le monde va dans les pays. Voilà. Et c'est OK, et c'est très bien. Moi, j'ai la chance d'avoir un frère qui a monté un programme exceptionnel qui est unique sur le marché, parce qu'il y a tout un accompagnement conceptualisé qui s'appelle avec le mouvement SDAM, où on accompagne des cadres dirigeants dans le désert et il y a vraiment un résultat exceptionnel. Pour ma part, et avec la marque One, et avec ces femmes dirigeantes que j'ai envie de coucouner, je suis en train de concocter justement un programme et un concept de mise en lumière à la fois sur leur santé intégrative ailleurs,
Là, je tease un petit peu, mais aussi cette volonté de les mettre en lumière. Voilà, même s'ils ne sont pas des personnalités connues, il y a tout un travail qui a été fait. Le voyage qui a été élaboré, c'est aussi 1 année et demie de podcasts enregistrés, comme toi. Hein, on a commencé à peu près pareil, avec des enregistrements qui ont vu le jour au moment de l'investissement, qui était plus que nécessaire. C'était un appel, on va dire, à l'aide qui est venu spontanément se faire. Donc, c'est ce podcast où j'emmène effectivement aussi les gens en voyage avec des témoignages réguliers. Et ça va perdurer, mais ça va perdurer aussi autrement parce que les technologies changent, les besoins changent, le marché aussi change. Donc, j'ai envie de dire en ce moment, c'est un petit peu le remaniement. Le mouvement One prend son ampleur avec le signe infini, donc il va être infiniment en renouvellement, mais vraiment pour moins, mais mieux. C'est ça que j'ai envie de te dire. Donc ça, c'est la grande leçon de ces 3 ans. C'est plus de sobriété, mais plus d'exception aussi. Plus de sélection dans les partenariats, savoir dire non, parce qu'il y a des sollicitations. Quand on fonctionne bien, quand on est recommandé, on peut être sollicité de part et d'autre et vite se disperser. Donc, c'est vraiment revenir à l'essentiel et oser parfois dire non aux grandes dames de certains, mais c'est OK, c'est comme ça. Donc, c'est ça, c'est un peu les trois piliers que je retiendrai, quoi. Alors justement, dans ce que tu dis et dans l'énergie que tu dégages, là, je sens qu'il y a beaucoup d'apaisement, beaucoup de calme, de douceur et voilà, tu parlais de cocon, de cocooner, chouchouter les personnes que tu accompagnes. Toi, dans ton quotidien aujourd'hui et aussi en tant que chef d'entreprise, comment tu gardes cette parcelle justement pour parce que comme tu disais, on est hyper connecté et tant mieux aussi parce que ça permet de pas utiliser des déplacements inutiles, etc. On peut voir les choses autrement, mais parfois aussi on a tendance, quand on est en remaniement, quand on commence aussi à prendre de l'ampleur en termes d'activité, d'être sollicité, etc. On est un peu, quand on est chef d'entreprise, picousé à notre entreprise. On rêve la nuit, on se lève, on mange, on vit notre entreprise. Comment toi, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, tu te gardes des moments précieux juste pour toi en tant que femme, voilà, où tu te dis, qu'est-ce que tu vas mettre comme garde-fou? Alors, je le fais pas. Je garde pas les miettes. Je fais le contraire. Je commence par moi. En fait, je suis ma meilleure cliente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai des rituels que j'ai mis en place depuis des années. C'est pas négociable. J'ai quand même l'opportunité d'avoir su créer le métier de mes rêves où j'allie justement mes passions au travail. Donc, numéro un, j'ai pas le sentiment de travailler quand je bosse. Donc, je suis jamais dans le labeur, dans oh là là, la pénibilité. Je suis dans le plaisir. Si je sens que je suis pas dans le plaisir, ça m'arrive parfois par la fatigue parce que voilà, je suis une femme, j'ai aussi des cycles hormonaux, etc. Ça m'arrive parfois d'ajourner une journée de travail parce que je sens pas l'énergie en moi et je préfère à la limite la journée plutôt que de la faire en conditions moyennes. Mais vraiment pour entretenir ma santé, mon énergie, je pense que tout part de la santé et de l'énergie vitale. C'est la pratique de la méditation, la pratique du yoga. C'est un spa par mois pour moi, c'est pas négociable. Où je sois sur cette planète Terre, ce soit un spa au Maghreb ou ici dans un hôtel lillois réputé, parce que j'aime me faire bichonner. J'ai aussi des thérapeutes réguliers que je vois en préventif. Je suis plus pour la médecine préventive que curative. Donc, j'ai un peu mon équipe de rêve, on va dire, qui me tient en santé. Donc, ça, c'est une habitude que j'avais déjà avant. Elle ne s'est pas accentuée après, depuis ces 3 ans. Elle est quelque part, ça fait partie d'une hygiène de vie. Ce que j'ai peut-être accéléré encore plus, ce que j'avais moins tendance à faire, pour être tout à fait honnête, c'est je me suis fait une règle, c'est que tous les protocoles que j'applique à mes clientes, c'est pour ça que je disais je suis ma meilleure cliente, je me les fais. Je fais les protocoles AGRIP d'ouverture du cœur chaque matin. Je fais le protocole amour, les 7 passages pour repasser number one une fois par mois. Je fais ma One VIP qui est mon produit, je me la fais, je me l'offre. C'est une journée complète en tête à tête avec moi-même, avec mes outils que j'éprouve, que je remets à jour une fois tous les 6 mois. Je discutais encore hier avec une cliente, elle me dit, mais tu sais quoi, la dernière One VIP, je l'ai faite il y a 3 ans, là je me sens complètement à la ramasse.
faut que j'en refasse une, faut que je fasse le point. J'ai essayé de le travailler seule, mais bon, je pense qu'on va reprendre rendez-vous. C'est un peu ça. C'est ce que je préconise à mes clientes. Je me l'offre d'abord à moi, quoi. Et après, c'est avoir la lucidité, ce qui n'est pas toujours évident, surtout quand on travaille en mode nomade. On est sans arrêt avec l'ordinateur sous le bras, qu'on soit ici en Inde ou ailleurs. C'est savoir aussi distinguer les moments de travail et les moments en famille, en couple, entre amis aussi. C'est savoir dire stop, même en pleine semaine. Moi, ça m'arrive de convier les amis en pleine semaine et de se faire un déjeuner qui va se prolonger jusqu'à 4 heures de l'après-midi et de laisser l'ordinateur au bureau. C'est OK. C'est cette liberté de choix qui va créer une harmonie globale, soit dans ses relations, soit dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa vie professionnelle. C'est un dosage, on va dire. Et ce que tu dis, Afi, c'est super important, cette notion de non négociable. Et merci d'avoir rebondi sur le fait que tu te mets d'abord en priorité et tu ajustes ton agenda en fonction, parce que dans le cadre des formations que je fais en entreprise ou des personnes aussi que je peux accompagner, des fois elles me disent mais j'ai jamais le temps. Mais en fait, si on attend jamais le temps, si on attend d'avoir le temps pour s'occuper de soi, c'est un petit peu comme quand on prend l'avion, il faut d'abord s'occuper, si jamais il y a une dépressurisation, c'est soi d'abord et les autres ensuite. Et dans ces non négociables, pour les personnes qui nous écoutent, je les invite aussi à se poser la question de dire, tiens, par rapport à ce qu'elles partagent, qu'est-ce que j'ai de non négociable dans ma vie aujourd'hui, et ça me fait penser, je rebondis là-dessus parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes, voilà, comme tu dis, quand on continue à se former, même en étant dans le déjà installé ou autre, c'est super important. Tu as des personnes qui vont te dire, voilà, on fait des réunions à tel endroit, et je me suis fait la remarque il y a très peu de temps de personnes, voilà, c'était pour intégrer un mastermind, et en fait on me disait, c'est le soir de telle heure à telle heure, et en fait j'y réfléchis, je me suis dit, non, de telle heure à telle heure, pas ce jour-là. En tout cas, j'ai suffisamment d'amplitude horaire sur ma journée pour pas mettre de côté ma vie perso sur des moments qui sont privilégiés, et donc c'est important, et j'invite nos auditeurs à se poser la question de se dire, ok, voilà, qu'est-ce que je mets dans ma vie qui est non négociable, que ce soit d'aller, je sais pas moi, faire un week-end entre copines une fois tous les 3 mois, ou de partager des moments avec son conjoint ou ses enfants, et je pense que ça c'est une notion aussi qui a été peut-être remis au centre des priorités de chacun, parce que dans ce que les gens ont pu vivre, c'est de se dire, voilà, on a repris, comme tu disais, je pense qu'on s'est réapproprié notre quotidien et notre vie. Voilà, il y a des personnes qui sont des numéros dans une entreprise ou qui se sont juste révélées à eux-mêmes en se disant, j'ai plus envie de ça. Parce que je pense que le télétravail, c'est très bien. Puis il y a certaines personnes qui se sont dit, mais j'ai plus envie de retourner au travail, en fait, en tout cas en présentiel. Donc, j'aime beaucoup cette notion de non négociable. On parlait d'être dans le flow, on parlait de transformation, de prise de conscience. Aujourd'hui, quel regard tu portes sur justement la place de comment dirais-je, de l'organisation, comment on met les choses en place pour réussir à développer une activité qui, parce qu'on en a tous, on rencontre des gens qui n'osent peut-être pas sauter le pas encore et devenir justement ce qu'on disait au démarrage d'une interview, artistes de leur vie. Qu'est-ce que toi, tu retiendrais, ou en tout cas, comment t'amènerais les choses pour que les personnes se disent, ça y est, au fin, j'ose, je me dis, c'est le moment, et par rapport à ton parcours de ces 3 ans, là, le voyage que tu as pu faire au cœur de toi-même, qu'est-ce que si tu avais trois choses ou une réflexion de dire, s'il y a des gens qui se posent encore la question de se dire, voilà, je ne sais pas comment mettre les choses en place, sur quel levier ils devraient appuyer? Le levier numéro 1, et au-delà de ces 3 ans derniers, parce que j'ai appris à le faire depuis, c'est au tout démarrage, quand moi je me suis interrogée à créer ou à sauter le pas de l'entrepreneuriat, ce serait de dire d'oser demander de l'aide. En fait, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a foison d'informations sur l'entrepreneuriat. On nous vend du rêve. On vend voilà, le rêve américain avec juste une face visible de l'iceberg. Je dirais aux gens, soyez réalistes. Oui, l'entrepreneuriat, c'est une super aventure. Comme tu le dis justement, être artiste de sa vie, entreprendre un business, c'est d'abord entreprendre sa vie. Donc, je dirais numéro 1, c'est savoir se faire accompagner. Alors, est-ce que c'est un coach, un mentor? Il y a des organismes qui font ça très bien, qui mettent le pied à l'étrier, qui vont accompagner step by step. C'est oser
aller chercher et filtrer aussi pour trouver la bonne personne, le bon mentor qui est déjà là où vous voulez être. Et surtout, considérer que demander de l'aide, c'est faire un don de confiance à la personne. Et c'est non pas faire un don de vulnérabilité. Moi, j'adore demander de l'aide à quelqu'un parce que je sais à quel point ça me fait plaisir quand on me demande de l'aide. Parce que ça honore mes compétences, ça honore mon savoir. C'est pas du tout une question de besoin d'importance, c'est nourrir un sentiment d'utilité, un sentiment de service. Et donc, ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est accepter peut-être de revoir ses prétentions à la baisse. Qu'est-ce que j'entends par là? Parfois, il faut reculer pour mieux sauter. Exemple concret, pendant ces 3 ans, j'ai réfléchi. Moi, j'étais beaucoup aussi dans la formation, beaucoup de gros organismes à Paris, dans le monde de la santé, puisque j'ai quand même œuvré en cancérologie pendant plus de 20 ans. Et donc, je formais des médecins, des cadres, justement, à la gestion des émotions, à la gestion du stress, de l'agressivité dans ce domaine, au leadership, au management, à la conduite du changement et au télétravail. Donc, on a répondu à des demandes qui étaient tout à fait de circonstance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au terme de ça, j'ai osé, par exemple, faire une marche arrière, abandonner toute une partie de ce pan d'activité qui n'était pas optimisé pour le client, notamment parce que beaucoup d'absentéisme, une grosse crise dans le domaine des hôpitaux, ce qui fait qu'il y avait des journées entières qui étaient commandées. Finalement, j'arrivais, alors qu'il y avait 10 inscrits, il y avait 3 stagiaires. Enfin, bref, pas top. Et j'ai revu mon modèle économique là-dessus. Et j'ai capitalisé sur tout le savoir-faire que j'avais depuis X années pour les mettre partiellement en numérique. C'est-à-dire que j'ai repensé ce modèle en mode hybride. C'est-à-dire que ces formations, maintenant, elles vont être disponibles très prochainement. Ça a été un gros travail là pendant plus d'1 an avec la démarche Calliope, qui a eu lieu aussi pendant ce voyage et la certification qui a eu lieu là, le 2 mai dernier, qui est renouvelée. Merci. Mais un gros travail de modélisation et de remise en question, parce qu'à un moment, je m'étais dit, OK, mais ça peut faire flipper parfois d'abandonner un certain chiffre d'affaires. Mais quand on sait que vous allez le réexploiter différemment, peut-être un peu plus tard, le jeu en vaut la chandelle. Parce que là, le levier, c'est, encore une fois, comment je valorise mon temps. Quand on devient entrepreneur, on ne devient pas la reine des abeilles dans une ruche tout de suite. On va le devenir à terme, mais avant, on est une abeille. Et donc, voilà. Et si je peux prendre cette analogie, c'est de dire comment je vais faire pour devenir la reine le plus vite possible, en gros. Je ne sais pas si tu captes là où je vous emmène. Mais... je te rejoins tout à fait par rapport à ça. Et donc, parfois, je dirais, c'est des choix où je vais couper une branche, mais pour mieux investir mon temps et mon énergie autrement. Et aussi accepter l'inconnu, parce que je ne sais pas si ça marchera ou pas, mais en tous les cas, je vais tout faire pour. Et c'est ça aussi l'entreprise, l'aventure entrepreneuriale, c'est de dire j'avance en même temps que ma boîte grandit, je la fais grandir, j'optimise, j'actionne certains leviers, même si ce n'est pas prévisible à 100%. On peut minimiser les risques en s'entourant bien, en faisant des bons choix, en valorisant mieux notre temps, en allant sur des marchés niches. Ça, c'est des facteurs clés de succès, je pense. Mais surtout en étant bien accompagné, soit par un coach, par un mentor, par un consultant, par une personne de confiance qui comprend vos valeurs et là où vous voulez aller. Aujourd'hui, une entreprise, pour moi, c'est... Pardon, excuse-moi. J'irais juste une entreprise, pour moi, c'est pas juste une machine à cash. C'est un mouvement. C'est quelque chose qui sert le monde. C'est quelque chose qui sert l'humanité. C'est une graine que l'on sème dans notre économie actuelle pour pouvoir aider le monde à avancer. Merci Afida, et j'aime beaucoup ce que tu partages et l'analogie de l'abeille, c'est exactement ça, et c'est aussi d'oser expérimenter en fait, parce que il y a des personnes qui aujourd'hui ils vont mais pas trop, et à un moment donné, comme tu dis, il faut sauter dans le vide sans savoir
Alors, la vie est bien faite, c'est que quand on est sur son chemin, le parachute s'ouvre. Donc ça, c'est une bonne chose. Et en fait, il y a peut-être aussi des personnes aujourd'hui qui hésitent parce que on se trouve plein d'excuses. En fait, on reste, et je pense qu'il y a aussi cette notion d'état d'esprit d'entrepreneur, de ne pas, voilà, un coup ça va être oui, mais c'est pas le moment, je peux pas maintenant parce que les enfants sont grands. Enfin, on peut trouver tout type d'excuses. Et par rapport à ce que tu disais, je pense que c'est important aussi de s'entourer de personnes qui ont déjà marché le terrain pour intervenir. Et c'est comme ça qu'on s'est connus avec Afida, puisqu'on travaillait dans les mêmes écoles. Je continue encore à travailler avec des étudiants et je leur explique souvent que c'est important d'aller connecter avec des personnes qui font déjà le métier de leurs rêves. En fait, ils osent pas parfois parce que ils ont peur de ce que les personnes peuvent dire. Alors, et comme tu dis, quand tu demandes à quelqu'un un conseil, les gens sont contents de partager leur expérience de vie, leur parcours, etc. Et s'il y a des étudiants qui nous écoutent, c'est aussi de se dire, ben voilà, quand ils hésitent entre deux écoles, ça est arrivé dernièrement, j'ai un de mes anciens étudiants qui m'a rappelé, il se posait des questions. Je dis, va sur LinkedIn, interroge la personne. T'as rien à lui vendre de toute façon, et cette personne va juste expliquer son parcours. Et parfois, ils ont l'impression qu'il faut avoir une voie toute tracée pour réussir un projet, pour monter sa boîte, alors qu'en fait, c'est aussi des rencontres, des retours, des zigzags, des stop and go par moment, parce que, comme tu dis, on met des choses en retrait, parce que c'est plus, pour nous, c'est plus écologique, parce que c'est peut-être pas le moment de le faire. Et c'est vrai que les personnes qui ont marché le terrain vont nous amener justement à avoir moins d'écueils, peut-être. On aura peut-être moins d'épines ou moins de cailloux dans nos chaussures. Si on peut s'en délester, c'est quand même beaucoup mieux. Et j'aime beaucoup cette façon d'amener les choses parce que c'est vraiment ça. Et pour les personnes aussi qui écoutent, c'est se dire, si je veux créer mon entreprise ou quel que soit le projet, c'est d'oser. Parce que si je reste accrochée à mon rocher, le message que j'envoie à la vie, c'est que je suis pas tout à fait prêt. On ajoute certaines choses parce qu'on n'ose pas se lancer dans le grand bain. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et juste pour enrichir ce débat, c'est vraiment qui je veux être. Moi, quand il y a des doutes, une doute ou une peur, quelque part, c'est un moteur parce qu'elle nous montre le chemin. Et souvent, c'est vraiment quand on va aller regarder cette peur, et je prends souvent l'analogie des enfants qui n'ont pas ces peurs, parce que ils veulent tous jouer à cache-cache, mais ils disent tous qu'ils ont peur du noir. Alors qu'ils sont les premiers à mettre le bandeau sur le nez, sur les yeux, et à se prendre les murs et machin, et à s'éclater. Et en fait, c'est ça. Nous, adultes, on doit plus regarder le noir, justement. Regarder la peur pour, justement, aller chercher ce qui se passe derrière. Et cette peur, moi, je l'ai toujours eue, mais je ne l'appelle même plus la peur. Maintenant, c'est une amie, c'est une excitation de l'inconnu. C'est une découverte, c'est un émerveillement. Quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas fun, je m'émerveille parce que ça me fait grandir. Et en fait, j'ai envie de dire que le chemin de l'entreprise, le chemin de l'entrepreneuriat, même pour les étudiants ou pour n'importe quelle personne aujourd'hui, je pense qu'il faut être lucide aussi. On est dans une société qui va très vite. Donc, c'est se dire, oui, ok, j'investis cette cause, j'investis ce projet, je vais jouer full-in dedans. Maintenant, même si je ne connais pas le résultat, au moins, je surfe la vague. Je la surfe vraiment. Je ne vais pas la surfer à moitié. Pourquoi? Parce que l'économie change, parce que les opportunités changent, parce que les métiers qui existent aujourd'hui n'existeront peut-être plus demain, parce que ça va très, très vite, on le voit dans les modes de communication, enfin dans tout, dans les besoins. Et moi, je prône souvent le fait, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Et à quel point je vais m'autoriser, moi, à changer. Je vais rester fondamentalement qui je suis, mais celle que je suis aujourd'hui, je travaille souvent avec le repère inversé ou le repère projeté, n'est pas celle qui était il y a 3 ans, quand on a échangé, n'est pas celle qui était il y a 1 an, ni il y a 6 mois, ni il y a 1 mois. C'est le repère inversé. Aujourd'hui, je suis celle que je suis, une femme qui est plutôt en harmonie, qui s'est créé un écosystème et qui adore son métier d'accompagner et de voir les paillettes dans les yeux de ces femmes qui enfin repassent numéro 1 dans leur vie. C'est vraiment ça mon moteur. Et chaque jour, je me lève et je sais que je donne de l'amour à travers ce métier. C'est ça ma raison d'être. Et par contre, je sais aussi que je ne suis pas encore l'auteur best-seller international qui est sur son vision board, là, qui va, là, et j'y vais, je suis en chemin. Je ne suis pas encore, voilà, la personne projetée. Et donc, quand on a un projet d'entreprise, ce qui est important, c'est de savoir celle que je suis et d'accepter que je vais changer.
mais je vais changer en mieux. Il ne s'agit pas d'être nostalgique du passé et de regarder le rétro en disant machin, parce que ce qui est passé hier est passé. Par contre, ben, voilà, c'est vivre pleinement le présent et avoir une image cristal clear de là où je veux aller. Moi, je me souviens de mon vision board il y a 3 ans. On parlait des faits marquants. En plein confinement, c'est une aventure qui te parle parce que tu l'as vécu cette année. Enfin, on va la revivre ensemble cette année. J'ai participé à un livre collaboratif qui était initié par Biba en juin 2022. On s'est retrouvés à célébrer la sortie du best-seller Place Vendôme. Cette année, j'ai réécrit la préface et l'avant-propos de ce livre qui va sortir en septembre. Tu as écrit un chapitre d'ailleurs dans cet ouvrage. Donc, sur mon précédent vision board, j'avais noté auteur best-seller. Il y a 2 ans. Sur le vision board actuel, je sais que je vais être auteur best-seller international parce que le livre que je suis en train d'écrire, ma vision, au moins mon rêve, et là je m'autorise à voir grand. Si ça se passe pas, qu'est-ce qui peut se passer au pire? C'est pas grave, mais au moins j'aurais cru pendant tout le temps de l'écriture. Je sais qu'il va être traduit dans différentes langues parce qu'il aura un impact sur le monde. Donc c'est ça, c'est s'autoriser à rêver tout en étant les pieds sur terre. C'est ça un peu l'entrepreneuriat. Enfin, du moins, c'est comme ça que j'ai toujours vécu, en mode aventurière, mais en même temps aventurière lucide, quoi. Parce que j'ai su faire appel aux personnes qui avaient un cran d'avance, qui avaient déjà expérimenté l'entrepreneuriat, en des mentors ou des gens qui ont su me guider en période de flou, que ce soit au niveau des chiffres, au niveau des décisions à prendre, etc., etc. Merci Afida, j'aime beaucoup, c'est vrai par rapport à ce que tu expliquais aussi, le passage d'une carrière à une autre, de s'autoriser à être qui je suis et voir grand, mon big dream, mais aussi m'autoriser à lâcher ce qui ne me correspond plus à l'instant. Absolument. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est cette capacité à se réinventer, parce que beaucoup de personnes, et on en échangeait juste avant de démarrer l'interview, c'est que parfois on a déjà des choses dans nos tiroirs, on se dit bah ça c'est peut-être pas utile, et le fait de se replonger dedans, comme tu disais, je peux réadapter des formats, je peux adapter une réflexion, repenser complètement mon mode de fonctionnement. Et j'en parlais justement ce matin avec des étudiants, parce qu'en fait je leur ai expliqué que les formations que je dispense, que ce soit en prise de parole en public ou en confiance en soi ou leadership, c'est qu'il y a des personnes qui ont fait des formations sur l'affirmation de soi, par exemple il y a 5 ans, les mêmes salariés que je vais former au mois de juin n'auront pas, ils ont le même fond, le fil conducteur elle-même, mais parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas s'ennuyer, je revois mes formats, mes outils, les exercices, et je pense que ça, cette capacité à se réinventer pour les personnes peut-être qui sont déjà installées, qui ne voient pas trop comment envisager peut-être l'année là ou des années à venir, mais simplement posez-vous la question de dire qu'est-ce que je peux je vais pas dire recycler, mais reformater, ou justement parce qu'en fait, c'est ton expertise que tu as mise avec des nouveaux formats, avec et l'échange avec d'autres partenaires aussi. Je parlais de mastermind tout à l'heure, c'est hyper intéressant aussi parce que ça permet d'avoir une vision d'un autre point de vue par rapport à des personnes qui sont peut-être pas du tout dans la même niche ou dans le même environnement que nous. Et ça permet justement d'avoir en intelligence collective parfois de se dire tiens, ben ça, tu pourrais en faire quelque chose de différent. Et je pense que cette notion de se réinventer, c'est aussi ça, devenir artiste de sa vie, entreprendre et oser. Parce que de ça, va peut-être, en faisant appel bien sûr à de la créativité, se dire mais tiens, mais oui, mais c'est bien sûr, j'aurais peut-être pu y penser plus tôt. Mais si vous n'y avez pas pensé plus tôt, c'est que c'était pas le moment. Absolument. C'est OK et c'est très bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, d'oser se réinventer. Et c'est le métier de l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de formations, mais c'est vrai que c'est sur le terrain qu'on apprend. On apprend tous de nos doutes, de nos erreurs, de nos réussites aussi, ce qu'on partage avec nos clients. Et je pense que c'est quelque chose pour moi aujourd'hui, c'est la plus belle aventure humaine qui existe, pour l'avoir vécu aussi et le vivre encore aujourd'hui. Le peu que j'ai fait de repartir en entreprise, je me suis vite sauvée, parce que je pense que c'est une façon de voir les choses, et comme tu dis, se réapproprier son temps, tout simplement, même sa vie. Parce que quand on est aligné par rapport à ce qu'on a envie de faire, le pourquoi on fait des choses. Ce matin, je disais aux étudiants, je vous souhaite, puisque c'était sur justement des étudiants de 2e année, de leur dire, voilà, qui sont encore, tu vois, en études et qui n'ont pas encore leur projet. Je dis, mais je souhaite vraiment de faire un métier quand vous vous levez le matin, même à 8 heures, parce que j'ai démarré à 8 heures, ça pique pas, parce qu'en fait, tu sais pourquoi tu le fais. Comme tu dis, ça, cette adrénaline, cette excitation.
le côté waouh de se dire j'ai rempli ma journée avec des choses qui me plaisent. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est, en tout cas pour moi, indispensable. Je trouve que c'est vraiment quelque chose. Et dans ce que tu partages, c'est aussi ce qui transparaît. Oui, carrément. Carrément. Aujourd'hui, moi, je prône ce que j'appelle le leadership du cœur. C'est vraiment écouter son cœur, écouter qui l'on est vraiment. Rien n'arrive dans la vie par hasard. Hein. Souvent, je partage cette question de comment se fait-il que feu Steve Jobs adorait la calligraphie, a suivi pendant des années des cours de calligraphie pour un jour créer une marque qui a les plus belles calligraphies au monde, les plus belles typographies au monde. En fait, tout est lié. C'est-à-dire que souvent, quand vous allez vivre, et c'est ma vision, hein, vraiment, à la fois pour moi et les femmes que j'accompagne, c'est de dresser justement un petit peu un panorama de ce qu'elles ont vécu. Parce que quand on vit quelque chose de fort, moi je dis souvent quand on dépasse une expérience de vie, que ce soit une expérience heureuse ou douloureuse, peu importe, on devient un expert. Et qu'on la dépasse, on devient un expert. C'est-à-dire, ça peut être une expérience de création d'entreprise, ça peut être accompagner une personne en fin de vie, ça peut être accompagner une personne malade, ça peut être faire un voyage extraordinaire. Quand on dépasse une expérience de vie, on devient un expert. Un expert, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable de transmettre et de partager quelque chose, de partager une connaissance. Et donc, on est tous riches de ça, que l'on soit étudiant ou que l'on soit chef d'entreprise mature, on est tous riches de ça. Et ça, en fait, c'est ce qui fait l'histoire de notre vie et l'histoire de notre entreprise. Moi, je suis à un point aujourd'hui où, en faisant ce travail avec moi, je dis pas sur moi, mais avec moi régulièrement, de voir que tous les points sont connectés. C'est vraiment ça, c'est Connecting the Dots de Steve Jobs. C'est de connecter pourquoi j'ai entrepris, œuvré auprès de personnel de santé en cancérologie pendant 20 ans, parce que c'est un pan de ma vie. Pourquoi est-ce que ma colonne vertébrale, c'est la communication? Pourquoi est-ce que je suis passionnée des voyages? Pourquoi est-ce que le care, c'est quelque chose qui m'intéresse? Pourquoi est-ce que la médecine, les médecines parallèles m'intéressent? Les soins naturels m'intéressent? Pourquoi l'Inde? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi les femmes à mettre en numéro 1? Et quand on aligne tous ces points, à un moment, le puzzle se fait. Et l'essence du mouvement One, c'est vraiment ça. C'est que ça vient toucher du doigt tous ces points. Donc, ce que j'ai envie de dire à un entrepreneur qui soit débutant ou pas, c'est déjà regarder quel est son point de départ, quel est son terreau. On a tous un terreau fertile. Et déjà, rien qu'à partir de ce terreau, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, recycler, tout à l'heure, ses connaissances. Et ben, à partir de ça, on peut déjà être créateur de sa vie et entreprendre sa vie pour justement la calquer et entreprendre son entreprise ou son business ou son projet ou son organisation ou ce que l'on veut, quoi. Merci Afida. Voilà. Je leur tourne, merci infiniment d'avoir accepté déjà mon invitation, puisque tu disais, toujours un plaisir. Merci beaucoup et merci aussi pour ce coup de projecteur sur ces 3 ans qui viennent de s'écouler, parce que voilà, ça m'a permis aussi et j'ai hâte de découvrir ton ouvrage, et comme tu le disais, j'ai hâte aussi d'avoir le prochain livre collaboratif dans lequel je serai entre les mains, parce que je pense que c'est une étape et pour rebondir justement sur ça, quand on commence à se reconnecter à soi, et on en avait déjà échangé par rapport à la reconnexion au cœur, souvent la tête, elle nous fait on est dans la raison, le pourquoi. Il y a des bons pourquoi, mais il y a aussi j'ose pas, j'ai des excuses, etc. Et j'explique souvent, et j'en parle à mon entourage ou même avec ma fille, quand on a une décision, enfin, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Quand j'ai une décision à prendre qui est importante, je me reconnecte au cœur et je sais que c'est juste. Et c'est comme ça aussi qu'on saisit des opportunités, puisque rien ne me prédestinait il y a encore 6 mois à me dire que j'allais faire partie du livre collaboratif de Bibia Pedron. Mais c'était simplement de me dire, fallait saisir la balle au bon. Je l'ai fait, je suis d'autant plus ravie que c'est toi qui vas faire la préface et l'avant-propos. Donc ça, je trouve ça génial. Et c'est ça aussi, de se dire, je sens qu'il faut que je le fasse. Et voilà, c'est le moment et il faut y aller. Et je pense que dans ce que tu as partagé aussi, c'est d'arriver à aller toucher cette essence même qui, ça s'explique pas. On peut pas mettre des mots sur ce qu'on ressent dans notre cœur. C'est de l'intangible, c'est de l'invisible, c'est juste du ressenti qui fait qu'à un moment donné, comme tu disais, tous ces petits points, ça me fait penser au dessin qu'on avait quand tu disais quand on était petit. On parlait d'un puzzle, mais ça fait un bonhomme, ou ça fait. Et je pense que c'est ça aussi, de se dire à un moment donné dans notre vie, on a cette capacité à être créateur
de quelque chose qu'on ne voit pas. C'est invisible aujourd'hui, mais ça donnera peut-être quelque chose dans 6 mois, dans un an. Et on pourra regarder dans le rétroviseur quand on aura 90 ans, qu'on en refera une. Ou avant. Avant, oui, bien sûr, on en refera régulièrement, mais je veux dire, ce serait même marrant de se dire, bah, tiens, tu sais, un petit peu comme, voilà, on avait dessiné ça et qu'est-ce qu'on a pu créer. Donc, merci en tout cas, Afida, pour ce partage, pour ta belle énergie et d'avoir pris ce temps avec nous. Donc, merci infiniment. Avec plaisir. À très bientôt. Je t'embrasse, on vous embrasse et puis moi, je vous dis rendez-vous pour un prochain numéro des Rencontres Insolites. À très bientôt.